Bonsoir. Ce soir, pour se relaxer, s'endormir, je vais vous lire un conte japonais traditionnel, Le village des vieillards sans enfants. C'était un village qu'un torrent traversait à flanc de montagne. Il était vieux. Sa vieillesse, à vrai dire, ne tenait pas à l'âge de ses maisons de bois, mais à celui de ses habitants. On n'y entendait pas de voix d'enfants, ni même de voix de jeunes gens. Ne résonnaient que les accents rauques des vieillards qui vivaient comme si le monde avec eux vieillissait, ce qui était une manière bien trompeuse de faire reculer l'échéance de la mort. Certes, leur consolation était de ne pas apercevoir de joues lisses, d'œils vifs et de francs sourires qui auraient rappelé leurs rides, leurs regards ternes et leurs lèvres minces et crispées. Mais ils savaient que seuls des enfants leur auraient permis de survivre. Ainsi, le temps avait ralenti dans le village des vieillards sans enfants. Leurs gestes devenaient embarrassés, et le monde alentour se perdait dans une brume douteuse. Ils n'osaient s'en parler entre eux, à cause de leur excessif amour-propre. Mais ils étaient mortifiés de ne pas avoir de descendance. Il y avait bon temps que l'école avait fermé. Chose curieuse, le confiseur ne s'était pas résigné à plier bagages. Il ouvrait son échoppe chaque matin, comme si de rien n'était, c'est-à-dire comme s'il était possible d'entendre un jour une petite voix demander « Une once de sucre d'orge ?» Mais un jour viendrait où il n'aurait même plus la force de répondre à cette voix qui l'attendait. Cependant, une nuit, alors qu'il dormait profondément, il entendit comme un son appartenant à ses rêves des coups à la porte de bois. Il ouvrit un œil, et les coups redoublèrent, suivis d'un frôlement impatient d'étoffes soyeuses. « Ce ne peut pas être une souris, réfléchit-il. Voilà bien longtemps que ces gredines savent grignoter mon sucre sans m'arracher à mon sommeil. Serait-ce alors quelque voisin insomniaque ? Mais le confiseur ne le savait que trop. Plus personne dans le village n'était pourvu d'une assez grande énergie pour satisfaire une envie gourmande au cœur de la nuit. Toc toc toc. L'inconnu ne perdait pas patience. « On vient, soupira le confiseur en se levant péniblement de sa couche. Et si c'était un brigand ? Le bruit avait bien dû courir la région, que le village n'était plus habité que par des vieillards, et qu'il ne serait pas très difficile de les dépouiller tous. Mais qu'avait-il à perdre désormais ? Il n'avait pas d'autre fortune que ces sucres d'orge dont le glacis brillait dans l'ombre trahie par des rayons de lune filtrant par les lattes de bois. Le confiseur s'enveloppa dans une robe de coton et alluma une torche aux braises du feu ralenti qui grisillait au centre de la pièce. « Confiseur ! Confiseur !» criait-on derrière la porte. C'était une voix de femme. L'homme ne put s'empêcher de ressentir un serrement furtif au cœur. C'était l'illusion fulgurante que cette voix claire fût celle d'un enfant. Mais quel enfant errerait dans la nuit jusqu'à la boutique d'un confiseur ? La voix, indiscutablement de femme, disait maintenant de l'autre côté de lui. « Je voudrais acheter du sucre d'orge. Je voudrais acheter une once de sucre d'orge. » Le marchand, sans tirer le loquet de la porte de pain, entr'ouvrit le judas. Il avait les yeux ensommeillés et n'aperçut dans la fissure qu'une silhouette blanche. « Je voudrais une once de sucre d'orge. » Dans son demi-sommeil, le marchand retrouva un réflexe de boutiquier aigri, arraché à sa torpeur pour une bien maigre affaire. Oubliant son long chômage, le confiseur protesta. « Pour un si maigre achat, croyez-vous utile de réveiller le brave monde au clair de lune ?»« Pardonnez-moi, confiseur, de vous avoir importuné à pareille heure, mais je voudrais une once de sucre d'orge. » Le vieillard avait eu le temps de se ressaisir. Il avait à présent les yeux grands ouverts et voyait une femme encore jeune. Son visage, d'une extrême pâleur, était encadré de lourdes mèches noires, séparées par une raie au milieu de la tête, à la mode de l'époque classique. Par pudeur, elle fermait les yeux à demi et paraissait sourire, en dissimulant ses lèvres presque bleues sous une main diaphane.
Son kimono, rouge sang, accentuait encore son teint blême. On était étonné du contraste de sa peau livide et de son air de jeunesse. L'homme alors cessa de réfléchir et, reculant au fond de la boutique, pesa une once de sucre d'orge qu'il enveloppa dans un petit foulard. Il tendit le paquet à la femme spectrale qui le paya de quelques sous. « La prochaine fois, murmura le marchand, venez donc plus tôt. » La femme leva la tête vers lui et posa sur lui ses yeux où il crut apercevoir des larmes qui brillaient. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle sembla renoncer à lui donner une explication, avant de s'enfoncer dans la nuit. Où allait-elle? D'où était-elle venue? Le marchand, en refermant le loquet de bois de la porte coulissante, se perdit en questions hésitantes. Il se glissa dans son épaisse couette et se retourna longtemps avant de trouver le sommeil. Il avait tant désiré cette visite qu'il était bien possible qu'elle appartint au monde des rêves. Les voyageuses qui dans la nuit frappent aux portes des inconnus n'achètent pas une once de sucre d'orge. Serait-ce une divinité? Serait-ce plutôt une mère? Une mère qui voudrait satisfaire le caprice de son enfant? Oui, une mère, décida-t-il. Leur vœu à tous les vieillards du village était donc enfin exaucé. Peu à peu, la jeunesse reviendrait au village, et l'on entendrait à nouveau les rires des enfants. C'est sur cette pensée optimiste que le marchand de confiserie s'abandonna enfin au sommeil. Mais le lendemain, il avait retrouvé sa mélancolie coutumière. Il vivait à nouveau dans un village dont tous les habitants s'acheminaient vers la mort. Ce n'est qu'à la fin du jour qu'il voulut avoir le cœur net et vérifia ses réserves de confiserie. Le cœur battant et les joues en feu, il constata que le poids soigneusement consigné sans changement depuis des mois, des années peut-être, en avait diminué. Il pesa et repesa les sucreries, jusqu'à ce que la certitude fût absolue. Non, il n'avait pas rêvé. Il sombra dans le sommeil avec anxiété, avec la crainte et le désir de revoir la visiteuse, celle dont il n'avait parlé à personne, par peur d'être ridiculisé pour des lubies de vieillard qui perd la raison. Il venait d'atteindre les couches les plus profondes du sommeil, lorsqu'un point frappé sur le bois de la porte l'éveilla en sursaut. Il se leva comme un somnambule, obéissant à un ordre qui n'a pas été prononcé. Sans allumer la lampe, il trouva le sucre d'orge dont, par instinct, il pesa une once et, avançant à tâtons, il alla ouvrir la porte devant laquelle l'attendait la visiteuse de la veille. Elle tendit la main et reçut le paquet sans un mot. Mais cette fois-ci, le confiseur ne se contenta pas de la regarder s'éloigner. S'enveloppant d'un kimono plus chaud, il suivit l'inconnu. « C'est un enfant qu'il nourrit, » se répétait-il en observant l'ombre rouge qui flottait dans les ténèbres, comme une luciole au cœur de l'été. « Mais c'est le chemin du cimetière qu'elle prend, » comprit-il avec effroi. Elle avait disparu entre les tombes. On n'entendait plus que le vent dans les aiguilles de pin et le battement des bambous noirs qui frottaient l'un contre l'autre, sous la lune rouge qui commençait de mourir entre des nuages bleus. Soudain, un sourd gémissement perça le silence. C'était une plainte aiguë et lancinante. Se laissant guider par cette voix, le confiseur marcha dans le dédale des sépultures et se retrouva devant la pierre droite d'un mémorial enfoncé dans de la terre humide et remuée, où l'on apercevait nettement une faille. C'est de là que montaient les pleurs. Le confiseur blêmit en reconnaissant les cris d'un bébé. Il gratta la terre et ses mains heurtèrent bientôt le bois lisse d'un cercueil. Le couvercle céda sans résistance, l'homme le souleva, et le spectacle qui s'offrit à ses yeux le glaça d'effroi. Un bébé souriant lui tendait ses bras dodus. Il était couché sur le ventre de la visiteuse en rouge, elle plongée dans le sommeil de la mort. L'homme prit aussitôt l'enfant dont les lèvres étaient encore toutes barbouillées de sucre d'orge, et il portait autour du cou une cordelette à laquelle était accroché un sachet de brocart. Le confiseur en défit le lacet et sortit un papier roulé où il put lire. « À l'inconnu qui me trouvera, malheureux si je suis mort, heureux si je suis vif. Je suis né d'une morte. Ma mère, que vous voyez étendue inerte sous moi, fut assassinée par la famille de son mari, alors qu'elle me portait encore en son sein. Les assassins ont éloigné le corps du village familial qui se trouve sur l'autre flanc de la montagne,
afin que leur crime soit travesti en fugue. Ma mère fut tuée parce que je ne suis pas le fils de son mari, mort à la guerre il y a 2 ans. Mon père aussi a été la victime de la vindicte de la belle famille de ma mère, son corps est enlisé dans la bourbe d'un marais. Inconnu, si tu me trouves mort, c'est que le hasard t'aura conduit jusqu'à ce berceau qui est aussi ma tombe. Si ce sont mes cris et les pas de ma mère qui t'ont attiré et guidé jusqu'ici, alors tu me trouves en vie, et prends-moi dans tes bras jusqu'à ta demeure. Ma mère aura accompli son devoir au-delà de la frontière qui sépare la vie de la mort. Accorde-lui le repos qu'elle mérite. Elle n'aura foulé que trop longtemps un sol qui est devenu son toit. Le confiseur, ayant lu ces lignes, roula le papier dans son écrin de soie et, ayant refermé la tombe sur le corps de la mère, revint au village en serrant sur son cœur l'enfant que la mort paraissait lui avoir réservé. Ce premier enfant arrivé au village ne resta pas longtemps seul, car dès le lendemain matin, il se fit autour de la boutique du confiseur une grande assemblée, et chacun se dit: qu'a-t-il de plus que nous pour mériter un enfant? L'histoire qu'il raconta au village, et qui n'était que la stricte vérité, leur sembla tout d'abord n'être qu'un tissu de mensonges. Ils la contestèrent donc vivement, mais en réalité, en secret, chacun préférait ajouter foi à ce conte invraisemblable. Si un fantôme vient au secours d'un homme seul pour lui confier son enfant, pourquoi d'autres prodiges ne se manifesteraient-ils pas? Les vieillards insomniaques qui peuplaient le village mirent à profit les longues nuits blanches que l'âge comme un ultime outrage infligeait à leurs derniers ans. Et plutôt que de murmurer leurs peines sur leurs couches dans le noir, au cœur de la nuit, écoutant le vent qui paraissait railler leur rage impuissante contre une veille qui leur interdisait de rêver sur le bonheur passé et s'attachait à les laisser engluer dans une pénible conscience, leurs pensées suivant leur fil obstiné, ils se levaient soudain et, comme des somnambules, erraient aux abords du cimetière, en quête d'un miracle. Le lieu tant redouté, parfois désiré, de la mort était devenu le berceau de la vie. Ils espéraient que, du fond des sépulcres, monterait le cri d'un enfant. Ils passaient envieux près de la terrasse du confiseur. Qu'a-t-il de plus que nous? Se demandèrent-ils amers. Or, il y avait un couple d'anciens pêcheurs. Ils étaient venus au village il y avait longtemps. Ils vivotaient tristement. La femme dit à l'homme: si le confiseur a été choisi, pourquoi le serions-nous à notre tour? Après tout, nous avons vécu de la mer. C'est à la mer que nous devons nous adresser si nous désirons un enfant. Mais auras-tu le souffle et la force de plonger à ton âge? L'homme ne put s'empêcher de ricaner. Et alors, fit la femme avec un haussement d'épaule, notre heure n'est-elle pas venue? Ne vaut-il mieux pas mourir au fond des eaux qui nous ont fait vivre que sombre et déçu dans ce village, sans autre avenir que celui de l'enfant du confiseur? Ils parlèrent encore longuement et, à l'aube, l'homme fut convaincu. Ils partirent sans adieu et se mirent en route vers la mer. Lorsque nous serons arrivés sur le rivage, soupira l'homme, nous serons si las que nous échouerons comme des colliers d'algues sèches sur le sable. La femme rit et ne répondit pas. À chaque halte, chaque nuit, elle revoyait sa jeunesse et se remémorait leurs gestes. L'homme qui lançait le filet et elle qui plongeait, profond, profond jusqu'à l'endroit où la lumière du soleil parvient à peine, glauque, opaque, dans une nuée de petits poissons argentés dont les écailles scintillantes captent faiblement ce qui reste du jour. Elle se rappelait le moment où, légèrement grisée, à force de retenir son souffle, elle remontait vers la surface, tenant d'une main le filet chargé de turbots cornus et d'aballones, et dessinant de l'autre des brasses qui l'élevaient lentement vers l'air libre. Elle se rappelait cette sensation aiguë, presque douloureuse de l'air emplissant ses poumons. Après leur longue marche, les deux pêcheurs virent le fil bleu de la mer limiter comme un horizon magique le paysage. Voici notre royaume, pensèrent-ils ensemble. La mer n'est-elle pas un berceau plus accueillant qu'un sépulcre? Ils durent attendre la nuit pour emprunter une barque à sec sur le sable. L'homme accrocha un flambeau en proue. Lorsqu'il jeta le filet, il regarda sa vieille femme avec anxiété. Mais sans hésiter, elle joignit les mains et plongea. La flamme diffusait une lumière dansante et des bancs entiers de poissons intrigués par le jour inattendu montaient vers la surface qu'ils fuyaient aussitôt, effrayés par la masse ombreuse de la barque.
La femme descendait. Bientôt, elle ne vit plus rien. Mais elle savait qu'il fallait encore descendre. Elle ignorait comment un enfant pourrait lui être donné au fond des mers à son âge. Peut-être est-ce la mort qui l'attendait? Le pacte tacite incluait ce risque. Son mari, dans sa barque, savait qu'il ne la verrait peut-être pas remonter. La femme avait les yeux grands ouverts et observait les ténèbres. Elle s'était redressée d'un coup de rein et descendait à présent la tête haute, ses cheveux gris formant une torche folle et glaireuse. Serait-ce la mort? Se demanda-t-elle. La mort est-elle ce gouffre noir, sans odeur ni saveur, cette lente descente depuis longtemps désirée, vers un lieu où l'on a consumé sa jeunesse? La mort est-elle aussi douce et aussi familière? La mort fut-elle à ce point la compagne de notre jeunesse? Ses pieds touchèrent le fond marin. Elle avança sur quelques mètres, les pieds légèrement posés, dansant plus qu'elle ne marchait. Ses mains caressèrent à tâtons une paroi sur laquelle ses doigts reconnurent des coquilles d'huîtres. Le souffle lui manquait. Elle l'avait oublié. Malgré elle, elle fendait vivement la masse soyeuse et lourde de l'eau et effleurait les coquilles. Elle ne voyait plus et gardait pourtant les yeux grands ouverts. À la fin, retrouvant un réflexe qu'elle croyait oublié, elle donna de la plante du pied un grand coup sur le sol et remonta aveuglément, battant de ses jambes comme de deux palmes huilées. Déjà, à travers ses cheveux qui collaient à ses yeux, elle apercevait les lueurs du flambeau et la coque de la barque. Le filet dansait vide à mi-chemin entre la surface et le fond. Elle se rendit compte que sa main gauche était crispée sur une coquille dont les aspérités entraient dans sa chair. Par habitude, elle glissa le butin dans le filet, sur lequel elle tira brutalement, afin que son mari le ramenât à la surface. Ce qu'il fit. Lorsqu'elle regagnait l'air libre, son buste jaillissant au-dessus de l'eau, elle crut recevoir un coup de massue sur la tête. Mais déjà son mari l'aidait à monter dans la barque. Elle s'allongea les yeux fermés, puis les rouvrant pour apercevoir le ciel piqueté d'étoiles bienveillantes. Une coquille. Quel maigre butin, murmura-t-elle. Ne perds pas confiance, répliqua le mari. Qui te dit que cette coquille n'est pas ce que nous sommes venus chercher? Elle sourit faiblement et s'endormit. Lorsqu'elle s'éveilla, le jour était levé. Elle était étendue au pied d'un pin, sur la falaise qui domine la mer. Son mari à genoux la veillait. Plus loin, la coquille fermée reposait sur des herbes jaunies par l'air marin. Ne perds pas confiance, répéta l'homme. Sur le chemin du retour, à chaque halte, le couple de vieux pêcheurs observait la coquille en silence. Où étiez-vous passé? Demandèrent leurs voisins lorsqu'ils furent rentrés au village. Depuis que le confiseur a trouvé un enfant dans la tombe, nous sommes frappés tous de folie. Mais un tel miracle ne se reproduira pas. Les pêcheurs répondirent simplement qu'un accès de nostalgie les avait conduits jusqu'à la mer, et qu'ils se félicitaient de s'être changé les idées par ce petit voyage. Faites toujours votre petit voyage en attendant le grand, ricana un vieux prêtre pessimiste. Cependant, ils avaient posé la coquille dans l'alcôve décorative, destinée à mettre en valeur le trésor de chaque maison. Chaque soir, avant de s'endormir, ils la regardaient et il leur semblait que chaque soir la nacre extérieure se moirait davantage, comme un velours chatoyant ou un brocart. Une nuit, la femme qui avait le sommeil léger fut réveillée par une lueur dorée qui filtrait dans la pièce. Elle crut le jour précoce. Elle crut qu'il pleuvait de l'or. Mais elle ne tarda pas à comprendre que la lumière perçait la nuit et venait de la coquille entr'ouverte. Elle conjura sa torpeur et, sans troubler son mari dans son sommeil, avança à pas de loup vers l'endroit d'où venait la clarté. Depuis plusieurs semaines, la coquille avait considérablement grossi. En s'approchant, la femme vit que les deux valves palpitaient comme un cœur que l'on vient d'arracher à la poitrine d'une victime. À genoux, la femme observa l'entrebâillement de la coquille qui paraissait respirer comme un être vivant et qui exhalait un parfum de peau d'enfant. Il ne restait aucun relent d'algues, de poissons ou de mer. La coquille avait pris possession de son nouveau royaume. Bientôt, le faisceau d'or éveilla le pêcheur qui s'approcha à son tour. Il voulait, émerveillé par la taille qu'avait prise maintenant la coquille, l'entr'ouvrir de force. Mais sa femme l'en empêcha. Si c'est un prodige, il ne faut pas en hâter le cours. Or, la lumière était devenue si aveuglante que le village tout entier en était éclairé la nuit.
Et les voisins disaient: Tiens donc, les pêcheurs font un grand feu. Cependant, une nuit, la lumière disparut. Et durant quelques minutes, la femme du pêcheur crut que le miracle était fini. Elle n'eut pourtant pas tout à fait le temps de perdre confiance, car déjà elle entendait des pleurs. La coquille était tout à fait ouverte, et un bébé y gigotait. Elle le prit délicatement entre ses mains. C'était un corps vivant, le corps d'une petite fille que la mère lui avait offerte. L'enfant grandit comme un enfant presque normal. Presque normal parce que la fillette n'avait pas de cheveux. Elle avait le crâne rond et nu, comme celui d'une nonne. Le village ayant pour tout autre enfant le fils du confiseur, trouvé au fond d'un tombeau, il aurait été déplacé de la part des villageois de se plaindre ou de se moquer. Mais la femme du pêcheur souffrait en secret. Bien sûr, c'est une petite fille, et cela vaut mieux que rien, mais sans cheveux, tout de même. Les années passèrent. La pêcheuse fit un rêve. Au fond de la mer, une lumière rayonnait, semblable à celle de la coquille. C'était une minuscule statue d'or. Elle tendait les bras comme une danseuse. La pêcheuse la prenait au creux de sa main et remontait vers la surface, mais un énorme serpent de mer surgissait et commençait de l'étouffer. Elle lâchait la statuette qui, légère, légère, était attirée lentement par l'air. Et tandis que le monstre emportait la pêcheuse dans la mort, le pêcheur saisissait la statue et, pleurant sa femme, retournait au village. La déesse protectrice conjurait alors l'envoûtement dont l'enfant de la mer était victime. Peu à peu, les cheveux apparaissaient sur sa tête, des cheveux noirs et brillants. Le rêve se réalisa. Au matin, la pêcheuse était morte, et dans les semaines qui suivirent, la tête de la jeune fille se couvrit d'une épaisse chevelure. Elle était devenue très belle. Le pêcheur, cependant, était mort de chagrin. La seule richesse de l'enfant de la haute mer était sa chevelure. Elle ne voulait jamais la couper, et lorsqu'elle se promenait dans les bois, il n'était pas rare que ses cheveux restent accrochés aux branches. Les oiseaux avaient pris l'habitude de voler ces soies noires qui se balançaient au vent, comme des fils de la Vierge. Elle voyait alors ses longs cheveux dans le bec des hirondelles qui s'éloignaient vers les pays chauds. C'est dans une province du sud que vivait le prince. Mais c'est sous l'auvent de son pavillon qu'une hirondelle voleuse se nicha. Mais elle eut beau enrouler 1000 fois le cheveu de la fille de la mer pour en faire son nid, le fil traînait encore à terre. En rentrant chez lui, le prince, un soir, le remarqua, d'abord exaspéré par cette apparence de désordre, puis stupéfait par la douceur du cheveu. Il convoqua aussitôt son ministre qui, voyant dans la main de son seigneur le long cheveu noir et dans l'œil un éclat d'exaltation inconsidéré, comprit de quoi il retournait. Il n'avait plus qu'à se mettre en route. Connaissant les mœurs migratrices des hirondelles, le ministre conclut qu'il fallait remonter vers le nord. Il pensa cependant inutile de faire halte dans le village aux vieillards sans enfants. Le contraire aurait offensé la logique de cet homme raisonneur. Il traversa donc la tête basse le hameau, dans sa voiture qui traînait un bœuf, en négligeant de lever le rideau. Mais son cocher, pour se désaltérer, arrêta l'animal et, frappant à une porte, réclama à boire. La jeune voix féminine qui lui répondit surprit le ministre qui daigna alors, d'un doigt là, écarter le voile de brocart qui le protégeait des regards indiscrets. Il aperçut la jeune fille de la mer, qui tendait au cocher une écuelle d'eau fraîche et un bol de nouilles de riz aux champignons des montagnes. Ses cheveux l'enveloppaient entièrement et tombaient à ses pieds. « Bonjour, princesse, dit-il. »« Princesse, moi » sourit-elle amèrement. « Vous voulez dire probablement pauvresse. Ne vous moquez pas de moi, monseigneur. Mes cheveux sont mon seul trésor. Un trésor encore plus précieux que tu ne le crois. C'est ton laissez-passer pour la douane de l'amour. » Elle sourit. « Pourquoi souris-tu » demanda le ministre durement. « Je me rappelle un poème. » L'homme s'émerveilla qu'une villageoise, si belle fut-elle, et si extraordinaire fut la longueur de ses cheveux si soyeux, que l'un avait suffi à séduire son maître, connut un poème. En vérité, son prince n'aurait pu mieux choisir. Dis-le-moi, ce poème. Voilà donc où vont et viennent, et se séparent amis et étrangers. Lieu de rencontre. La douane d'Osaka, poursuivit le ministre, en entr'ouvrant la portière de son palanquin. Monte donc, je t'expliquerai en route ton bonheur. Qu'ai-je à perdre se demanda la jeune fille de la mer aux longs cheveux noirs.
Elle n'avait rien à perdre en effet, puisqu'elle fut au bout du voyage princesse. Le village des vieillards sans enfants avait perdu l'une des leurs, mais il ne méritait plus tout à fait son nom, car durant tout le temps qui avait permis à une coquille de devenir princesse, d'autres enfants non moins prodigieux étaient apparus.